Aujourd'hui, on te parle de la juste bienveillance. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. T'en as pas marre, toi, qu'on te rebatte les oreilles avec le concept de bienveillance ? Moi, si. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode. En fait, la bienveillance, c'est un peu une tarte à la crème, un sujet fourre-tout. Alors, comment on détecte un sujet fourre-tout ? C'est le genre de truc dont tu peux pas dire « je suis contre ». Je me vois mal dire dans un dîner en ville « bah moi, je suis contre la bienveillance ». Et bah non, évidemment, tout le monde est pour la bienveillance. Tout le monde est pour la bienveillance en théorie. Là où ça se gâche, c'est quoi exactement la bienveillance ? Toi, tu es manager, on te dit « il faut être bienveillant ». Ok, qu'est-ce que tu fais avec ça ? T'as pas de définition du concept, tu sais pas si ça apporte des résultats, et surtout, tu sais pas comment on met ce truc-là en œuvre. Et tu n'es pas le seul. Alors heureusement, tu es chez Outils du Manager, tu sais que chez Outils du Manager, on est pragmatique et qu'on n'aime pas le flou. Et donc, pour nous parler de bienveillance, j'ai invité un spécialiste du sujet qui s'appelle Thierry William. Et là, on va parler bienveillance concrètement, donc avec un spécialiste. J'en profite pour te dire que désormais, tu as accès, en étant abonné à mes mails privés, à mon décryptage de tout ce qui s'est dit sur l'épisode de podcast. Il te suffit de t'abonner en allant sur outildumanager.com. Mais pour le moment, place à ma conversation avec Thierry William. Alors, on a déjà parlé sur le podcast de bienveillance, en disant que le problème avec ces mots concepts, c'est que personne n'est contre, mais que personne ne sait comment vraiment les mettre en application. On a tous notre définition, elles sont souvent contradictoires, et chez Outils du Manager, ça nous pose un problème, parce que chez Outils du Manager, on n'est pas là pour brasser des concepts et de la bonne intention facile, mais on est là pour avancer dans notre management. C'est ça qui m'a donné envie de recevoir Thierry, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Thierry, je ne sais pas comment prononcer ton nom. Donc, je vais te laisser le faire quand tu vas te présenter. Est-ce que tu vas bien ? Merci beaucoup, Cédric. Oui, je vais très bien. Donc, moi, je le prononce Thierry William. Effectivement, dans le Nord, on dit plutôt William, mais mon nom est plutôt d'origine de l'Est, donc on dit William. Oui, écoute, je vais très bien. Enfin, je sors du Covid. Voilà, je l'ai eu comme tout le monde. Ouais. Donc, du coup, je suis resté dans mon camp de base au Pays Basque, qui est une belle région. Donc, je te rassure, même dans le Nord, on dit Watine. Oui, absolument. Et on dit wagon, effectivement. Donc, comment ? On dit wagon, souvent. Ouais, c'est vrai. Écoute, ce que je te propose, c'est une bonne introduction, c'est de commencer par nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis vers quoi tu vas. Alors, qui je suis je suis aujourd'hui retraité, mais avant ça, j'ai fait une carrière dans des boîtes américaines, principalement, où j'ai eu la chance, je dis la chance parce que les boîtes américaines ont des qualités et des défauts, mais la vertu qu'elles ont pu avoir pour moi, c'est que tu es promu par rapport à tes états de service, ton track record, comme ils disent, et moins que par rapport à ton appartenance à un milieu social et surtout par rapport à un type de diplôme. Donc, j'ai pas le plus gros diplôme de France, mais comme j'étais passionné par ce que je faisais, eh bien, je réussissais mes objectifs, voire je les dépassais. Et donc, très souvent, j'ai eu la chance d'avoir des promotions et qui m'ont amené mon dernier poste. J'étais président des activités du groupe General Electric en France et sur une partie de l'Europe. Et donc, les activités financement du groupe General Electric. Et donc, avec des sociétés comme GE Facto France, qui est la première société d'affacturage en France, comme GE Fleet Service, qui fait de la location automobile, comme GE Equipment Finance. Et puis, pour moi, la musique s'est arrêtée parce que le groupe General Electric a décidé d'acheter Alstom et a décidé de vendre GE Capital. Et les choses se sont bien faites. J'ai eu la chance d'être un dirigeant qui a vu le résultat du travail de ses équipes, puisque quand on a vendu les entreprises, on les a vendues avec un gain pour l'actionnaire, ça c'était bien, mais surtout 100% de mes collaborateurs ont été repris par les repreneurs. Donc ça, c'était vraiment de la joie. Et à partir de là, eh bien, j'ai décidé de faire ce que j'appelle ma troisième mi-temps. Et ma troisième mi-temps, il y a un mot d'ordre qui s'appelle transmettre. Et je transmets à travers des conseils d'administration et des conseils d'administration de sociétés que je considère comme vertueuses.
Donc, je suis dans 4 conseils d'administration. Je suis d'entreprise, un conseil d'administration d'une fondation pour l'inclusion. Et puis, je transmets aussi par des conférences sur la différence par rapport à la performance grâce à la différence, pardon. Et puis, beaucoup sur la bienveillance et notamment la performance grâce à la bienveillance. Je parle aussi d'innovation. Mais l'idée, c'est de dire, si on travaille différemment, donc en termes de posture, on peut avoir des résultats bien meilleurs. Donc je parle beaucoup de soft skills, donc j'ai enseigné aussi récemment à Sciences Po Paris sur les soft skills. Et comme le Covid nous a mis en confinement, eh bien on a décidé à plusieurs, à 4, d'écrire un livre sur un sujet qui me passionne, donc c'est la bienveillance. Mais on a parlé de juste bienveillance parce qu'on fait une différence entre ce que tu disais tout à l'heure, la bienveillance dont on parle beaucoup et comment on l'applique en entreprise pour obtenir de la performance. Tout à fait. Alors déjà, tu vois, il y a un truc qui m'intrigue. Moi, dans ma tête, j'ai General Electric et bienveillance. J'ai du mal à relier les deux concepts parce que si je me trompe pas, le dirigeant très très connu de General Electric, c'est Jack Welch. Et il me semble que Jack Welch, c'est lui qui avait une méthode à un moment qui, vue de l'extérieur, puis je pense même de l'intérieur, était assez épouvantable, où il demandait à ses équipes régulièrement, en fait, il faisait une courbe de Gauss, hein, et puis il disait, bon, bah, dans une entreprise, en gros, hein, il y a 15%, ou dans une équipe, ou dans tout, si on répartit la performance des gens, bon, bah, on en a à gauche 15% qui sont mauvais, au milieu 70% qui sont moyens, et 15% qui sont vraiment la crème de la crème, les meilleurs, qui ont la meilleure performance. Et ce qu'il demandait à ses cadres, en tout cas c'est ce que j'ai lu, j'y ai pas assisté, c'est de chaque année supprimer les 15% qui étaient les moins bons. Alors il expliquait que la première année c'était assez simple, parce qu'on sait tous qui y sont, la deuxième année ça devenait plus dur, la troisième année c'était très très dur, mais il disait c'est vraiment une très très bonne méthode pour obtenir les performances maximales, et de toute façon, bah, pour s'arranger je dirais avec peut-être la partie pas tout à fait bienveillante du concept, il disait mais de toute façon on est tellement bon chez GE que même les 15% les moins bons ils retrouveront une place très facilement, etc. Et moi je pouvais pas m'empêcher de me dire ouais ok, sur le papier son truc ça marche, mais finalement quelle ambiance on a dans son équipe quand on est managé de cette manière-là. Donc avant qu'on passe à la définition de la bienveillance, est-ce que par rapport à ça, parce que bon, Jack Welch, il a été là un temps, il a eu un successeur, etc. Donc, et puis ça, c'est ce qu'on trouve dans son bouquin, c'est peut-être surinterprété, j'en sais rien. Alors, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, Cédric. Alors, d'abord, Jack Welch a été malgré tout un des papes du management moderne et je conseille à tout le monde de lire ses livres ou les 10 commandements de Jack Welch, qui sont très intéressants. Effectivement, alors d'abord, c'est pas 15%, hein, c'est quelques pourcents qui sont plutôt entre 4 et 6% dans une gaussienne bien définie de gens qui sont pas du tout à leur place. Et c'est un raccourci aussi de dire qu'on les vire. Non, s'ils sont pas à leur place, on agit immédiatement. On agit immédiatement et on fait un plan d'amélioration dans le job. Et si le plan d'amélioration dans le job ne marche absolument pas, on regarde s'il y a une possibilité, parce que la personne peut être très bon en finance et mauvais en commerce ou inversement, donc on regarde s'il y a une possibilité. Et s'il n'y a pas de possibilité, effectivement, là très vite, on va sortir. Et si tu veux, ce n'est pas du tout opposé à la bienveillance. Parce que moi, j'ai eu la chance de manager dans cet environnement et j'ai vu plein de gens bienveillants, que ce soit mes patrons américains, que ce soit mes collègues, et moi, j'ai essayé de l'être. Pourquoi ? Parce que ma grand-mère disait que si dans un panier tu as une pomme pourrie, toutes les pommes vont pourrir. Et moi, il m'est arrivé de virer quelqu'un parce qu'il était en train de pourrir. Il passait des messages négatifs. Comme on dit, il crachait dans la soupe. Il expliquait. Et c'était un mauvais exemple. Il n'avait pas les valeurs. Et ce qui est très important ce qui était très important chez General Electric, c'est qu'il y avait des valeurs comme gouvernail. Et donc, quelque part, sortir quelqu'un parce que il
tire vers le bas l'entreprise, parce qu'une entreprise, pour survivre, elle doit croître, elle doit faire du profit aussi, il ne faut pas l'oublier ça. Et donc, si la personne n'est vraiment pas adaptée et est très loin, on lui donne une chance, on lui donne 2 chances, mais si, ayant donné sa chance, ça ne marche pas, c'est être bienveillant vis-à-vis des autres, de les sortir. Tu vois, la bienveillance, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Et la question qu'on se pose, et que les historiens se posent, et je vais parler de Léon Blum. Léon Blum, il a fait des choses merveilleuses. Il a amené les congés payés, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a des historiens, enfin aujourd'hui depuis toujours, qui disent, mais est-ce que la bienveillance vis-à-vis du peuple français qu'il dirigeait n'aurait pas été plus à réarmer plus vite et plus tôt, alors que tout le monde savait que l'Allemagne était en train d'armer massivement, plutôt que de faire du social. Et je ne dis pas que c'est pas fondamental, je suis pour les congés payés. Chez G, on avait plus de vacances que tout le monde, on avait un intéressement très important, en tout cas dans les sociétés que je dirigeais, parce que c'est important. Mais en revanche, quand on est patron, on doit avant tout veiller, et qu'on est patron d'un pays, on doit avant tout veiller à la sécurité. Et si la sécurité, c'est de réarmer et qu'il faut mettre plus d'argent dans l'armement, eh bien, quelque part, il y a une sorte de bienveillance. Donc, c'est pour ça que j'entends ce que tu dis sur Jack Welch. Maintenant, comme tu le disais également, le groupe General Electric a beaucoup évolué. Pour donner une idée, en 2010, après la crise financière qui avait secoué le monde entier et les États-Unis plus que tout le monde, parce qu'elle avait mis des dizaines de milliers d'Américains à la rue, le chairman de General Electric, Jeff Immelt, a convoqué 20 seniors dirigeants, dont j'ai fait partie, pour nous dire, partez pendant 3 semaines à travers le monde, rencontrez toutes les plus grandes entreprises, les plus grandes organisations, et dites-moi à quoi doit ressembler le manager du 21e siècle. Génial. Et quand on est revenu, et alors on a vu tout le monde, j'ai des collègues qui ont vu Alibaba en Chine, d'autres qui ont vu la Royal Air Force, donc moi je suis allé au Mexique rencontrer les grandes universités, les plus grandes banques, enfin les gens qu'on considérait comme influents et importants. Et on est revenu, on lui a dit plusieurs choses. Les valeurs ont évolué, donc il faut aller vers plus d'éthique, il faut aller vers plus d'écoute. Et surtout, il faut mettre les valeurs en premier. On doit être a value-driven company. Et c'est d'où le terme que je te disais, une compagnie gouvernée par des valeurs. Et la bienveillance fait partie de ces valeurs où, effectivement, on doit agir avec bienveillance, mais avec cette juste bienveillance qui demande, un terme que tu utilises souvent, que j'aime bien, du courage. Alors, est-ce que tu peux nous donner ta définition, nous dire un peu, justement, la différence entre juste de la bienveillance, ça c'est moi qui le dis, et la juste bienveillance, ça c'est toi qui le dis. Alors, excuse-moi, je ris parce que juste bienveillance, ça me fait penser au film Le Dîner de con avec Villeray et Thierry Lhermitte, juste le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom, enfin bon. D'où mon petit fou rire. Écoute, non, mais quand on dit ça, quand on dit juste la bienveillance, ça veut dire seulement de la bienveillance. Et la juste bienveillance, c'est la bienveillance juste au sens de justesse. C'est-à-dire une bienveillance bien entendue, si elle est juste, elle ne va pas tomber dans la complaisance, dans l'excès de gentillesse, dans l'excès de bienveillance, justement. Et c'est pour ça le mot est devenu galvaudé, parce qu'elle a trop souvent été dans le domaine de la complaisance, et qu'elle doit, pour être juste, elle doit embarquer, en tout cas c'est ce que nous expliquons dans le livre avec mes co-auteurs, elle doit embarquer l'excellence, l'exigence, l'excellence opérationnelle. Et que ne travailler que sur de la bienveillance, de la gentillesse, etc., c'est là où on la dévoie. Je vais te donner un exemple. On a de la bienveillance naturellement vis-à-vis de nos familles, de nos enfants. Ça, la question ne se pose même pas. Mais si on aime nos enfants, et comme on aime nos enfants, plutôt, eh bien, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis d'eux? Qu'est-ce qu'on essaye d'avoir? Le maximum d'exigence possible. Pourquoi? Parce que si on n'est que dans la bienveillance, tu veux ça, mon petit chéri, tu l'as, c'est de la complaisance. Si on n'est que dans l'exigence, je t'ordonne de faire ça, faut faire ça, etc., ça ne va pas marcher non plus. Or, une vraie éducation, un autre avis,
Et donc, on a créé la matrice de la bienveillance avec quatre carrés. Et dans le carré supérieur, on dit, pour les organisations, que ce soit dans le sport, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une entreprise, si on veut de la performance dans la durée, pas de la performance court terme, eh bien, il faut qu'on soit dans cette juste bienveillance, c'est-à-dire dans le maximum de bienveillance possible et le maximum d'exigence possible. Et c'est difficile, c'est compliqué. Ok, intéressant. Ça me fait penser au concept du feedback. C'est quelque chose dont on parle de temps en temps sur Outils du Manager, où on dit oui, le feedback, enfin, où je dis le feedback négatif, c'est peut-être celui qui est le plus bienveillant, contre-intuitivement, parce qu'il demande du courage, mais parce que c'est lui qui va permettre aux collaborateurs de se rapprocher le plus possible de son niveau, de son potentiel maximal. Par contre, oui, ça peut demander un effort, de part et d'autre de le faire. Et effectivement, c'est une preuve de confiance. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, il faut que tu t'améliores, ça veut dire que tu as confiance en lui pour s'améliorer, mais que tu seras exigeant sur le fait qu'il y arrive. J'ai envie de te donner un autre exemple, une conversation que j'ai eue il y a pas si longtemps avec quelqu'un qui vient de prendre un poste de manager dans une PME. Et donc, lui, dans sa tête, le changement c'est une personne qui travaille dans un très grand groupe que je vais pas citer, et en changeant de structure, il se disait le monde de la PME alors je sais pas si ça se dit, est mieuxveillant ou plus bienveillant que le monde de la très grosse structure. C'est un petit peu sa croyance. Et puis là, il était devant un problème où il se disait mais qu'est-ce que je dois faire pour rester bienveillant ? J'ai une personne dans mon équipe qui a des difficultés et c'est pas un problème par rapport aux valeurs. Hein. Pour être clair, c'est pas une personne qui avait une mauvaise attitude, c'est vraiment une personne qui avait un problème de niveau par rapport à ce qui était demandé à son poste. Et il dit, dans mon ancienne boîte, en fait, j'ai déjà eu ce cas de figure et pour moi, c'était assez, c'était assez confortable, mais en même temps bienveillant de pouvoir demander à ce qu'on reclasse cette personne. Et dans ce groupe, plutôt que de licencier les personnes, on les reclassait. C'était une possibilité qui était offerte par la taille de la structure. Et là, il me dit, le problème, c'est que je suis dans une PME et que lui, il n'y arrive pas, hein, il n'est pas bon dans ce qu'on lui demande. Et donc, je peux pas le muter, ou plutôt si, je peux le muter, mais en fait, c'est le muter en dehors de l'entreprise. Voilà. Et du coup, il me disait, ça me pose un problème, je me rends compte que finalement, en fait, il disait, je pensais que ce serait plus simple dans une PME où on a plus de relations directes, etc. Et finalement, c'est presque plus compliqué d'être bienveillant. Et il dit, je sais pas quoi faire. Comment tu réagirais ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à dans ce genre de cas de figure ? Alors, déjà, je vais reprendre ce que tu disais ou ce qu'il disait en disant qu'une PME est souvent mieuxveillante qu'une grande entreprise. Et c'est souvent vrai pour une raison, c'est que tout le monde se connaît et il y a des liens forts et c'est beaucoup plus personnel. On sait que dans la vie, pour être heureux, pour être bienveillant, il faut des qualités de liens fortes. Et donc, alors que dès qu'on est dans un grand groupe, ça devient totalement impersonnel et derrière, on perd ce niveau de lien fort social. Ce qui explique que, je ne sais plus qui c'est Edgar Faure qui disait qu'un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore été déjeuner. Et quelque part, c'est se connaître, et se connaître vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, en se disant les choses. Hein. J'aimais bien ton exemple de dire qu'un feedback critique est positif. On dit qu'un ami, c'est quelqu'un qui ose vous dire que vous avez mauvaise haleine. Et donc, globalement, c'est bienveillant de faire un feedback le plus honnête possible. Le plus honnête, sans accuser, sans essayer de porter de jugement, mais en donnant des faits. Et pour en revenir à ce monsieur, c'est effectivement plus facile de pouvoir, ce que je disais tout à l'heure sur l'exemple, si le monsieur n'est pas un bon commercial, mais qu'il a des belles qualités de finance, dans un grand groupe, on peut trouver peut-être une place à la finance. Dans une PME, c'est plus difficile. Et effectivement, dans ce cas-là, il faut se séparer de lui. Après, il n'y a pas...
dire que se séparer de quelqu'un est malveillant ou bienveillant est dans l'absolu pas ajusté. Ce qui me semble plus ajusté, c'est de voir la façon dont on va le faire. Et effectivement, il existe plein de cabinets qui sont super et qui sont des cabinets de reclassement, des cabinets qui vont apprendre aux gens. Et donc, je dis souvent, quand on vire quelqu'un, c'est important de lui donner de quoi vivre. Et puis avec la France, on a de la chance parce qu'il y a un système de chômage qui est bien fait. Mais ce qui est important surtout, c'est de lui donner des moyens. Le proverbe chinois dit il faut donner des moyens pour pêcher, il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. Donc donner l'argent, c'est bien, mais mettre ça dans un cabinet avec des gens qui vont coacher la personne, qui vont l'accompagner, c'est au moins aussi important que de donner de l'argent. Donc, et souvent les gens disent non, j'ai pas besoin, donnez-moi de l'argent. Et moi, j'insistais auprès de mes collaborateurs parce que même en grande entreprise, quand il fallait se séparer, on se séparait. Et je disais non, je demandais à la DRH d'insister pour que ces gens soient accompagnés. Ok. Alors, maintenant qu'on a posé la définition et je dirais les ordres de grandeur, on va être concret. C'est quoi justement les résultats concrets pour le manager, parce que ce sont des managers qui nous écoutent, et l'entreprise, de la juste bienveillance? Alors, écoute. Alors, quand je dis juste bienveillance, pardon, c'est tel que tu l'as défini dans ton livre et que tu viens de la définir tout à l'heure. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre et on a justement donné des résultats d'études. Déjà, la bienveillance, elle passe par l'acceptation de soi-même, bien sûr, mais l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et je suis, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, c'est la raison pour laquelle je fais des conférences et que je souhaite transmettre, c'est que des plus jeunes que moi puissent apprendre maintenant ce que j'ai eu la chance d'apprendre pendant des années. Et c'est l'idée du livre. Mais effectivement, j'ai été patron et je disais à mes collaborateurs, les chiffres sont têtus. C'est-à-dire que tu peux raconter une belle histoire, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as pas des chiffres à l'appui de ce que tu annonces, c'est gentil, mais les chiffres sont têtus. Et dans le livre, par exemple, on prend une très belle étude de McKinsey qui explique la chose suivante. La bienveillance, ça passe, comme je te le disais, par l'accueil de la différence. C'est en acceptant des points de vue différents qu'on est bienveillant, mais qu'on crée de la performance. Parce que si tu prends des gens qui ont tous le même point de vue, eh bien, tu vas pas faire bouger tes lignes. En revanche, si tu acceptes la différence, et la différence, ça passe par la diversité sur tout point de vue. Là, tu es à nouveau dans ce que je disais tout à l'heure, la performance durable. L'étude de McKinsey, année après année, elle dit la chose suivante. Elle dit, si je compare le quartile supérieur, c'est-à-dire le 25% des entreprises dans lesquelles il y a plus de diversité et le 25% dans lesquelles il y a moins de diversité. Si on prend que la diversité homme-femme, une année c'est 12% de performance financière en plus, l'autre année c'est 14%, l'autre année c'est 15%. Selon les années, ça varie entre 12 et 15%. Okay. Quel est le chef d'entreprise qui ne meurt pas d'envie d'améliorer de 12 à 15% sa productivité? Tout ça simplement, c'est sur le papier, parce que faire venir des femmes à des postes de direction, il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça marche. Ça marche. Je te dis, nous, on a eu la chance, quand on a revendu les entreprises que je dirigeais, eh bien, quand je suis arrivé chez une de celles que j'ai citées, il y avait 12 hommes au comité de direction et une femme. Et cette femme, pour survivre, elle devait se comporter en homme. D'accord ? Quand j'ai quitté G Capital, puisque ça devenait une grande structure, il y avait un comité exécutif, il y avait 3 hommes, 3 femmes. Et on avait à l'époque les meilleurs résultats du marché, globalement, dans nos activités. 15% de productivité quand c'est la diversité homme-femme. Quand tu prends toutes les diversités, c'est-à-dire les cultures différentes, les genres, les origines différentes. À mon comité de direction, il y avait 3 Français, 3 d'origine non française. Eh bien, quand tu prends toute la diversité, tu montes jusqu'à 34%. Et ça, c'est des chiffres. C'est pas parce que... Et donc, quand je demandais qu'il y ait de la diversité, c'est pas parce que je suis un bisounours. Et c'est pas parce que ça faisait bien ou les Américains disent tick a box, on cachait la case qui dit ça y est, sur mon rapport RSE, j'ai mis plus de femmes. Non.
C'est pas pour faire le rapport RSE, c'est pour faire de la performance dans la durée. Alors, on pourrait t'objecter que plus tu mets de diversité, de différence dans une équipe, plus tu vas augmenter la friction de communication parce que tu auras des gens qui raisonnent pas de la même manière et donc tu vas générer des conflits et donc ce sera plus difficile à gérer, etc., etc. Le court terme que tu vas observer, ce sera probablement ça quand même. Tu as totalement raison. Quand tu t'engages dans le domaine de la diversité, tu sais que tu vas commencer par des complications. Mais dans la mesure où tu le sais, et que tu l'acceptes, et que tu fixes les bonnes règles du jeu, et que tu formes tes équipes pour ça, globalement, tu as totalement raison de dire qu'au début, ça va être compliqué. Mais c'est de la confrontation d'idées. Et c'est là qu'il faut expliquer que confronter, ce n'est pas le conflit. Que confronter, c'est sain, comme tu le disais tout à l'heure, sur un bon feedback, bonne confrontation, eh bien, on grandit tous. Mais il faut accepter la différence. Et là-dessus, quand je dis formation, comme j'ai essayé de dire ce que je faisais et de faire ce que je disais, il y a 10 ans, j'ai décidé de former tous mes managers, et donc c'est à peu près 200 personnes, à l'intelligence émotionnelle. Parce que si tu veux aller dans l'accueil de la différence, il faut effectivement faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire bien se connaître soi-même pour bien connaître les autres. Accepter ses vulnérabilités, accepter les vulnérabilités des autres. Donc, effectivement, c'est pas en claquant des doigts que tu vas le faire. Et si tu attends des résultats court terme là-dessus, il faut pas le faire. Si c'est des résultats au trimestre. Je parle bien, comme on parlait tout à l'heure, de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, elle se fait pas au trimestre. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est difficile. Et ça demande de l'exigence et de la bienveillance. Très intéressant. Donc en fait, si je suis ce que tu dis, ça va générer de la performance, les études le prouvent. En revanche, ça va générer de la performance à long terme, mais pas forcément de la performance à court terme. Justement, on peut obtenir des résultats de notre équipe en la pressurisant, en étant extrêmement dur sur les horaires, sur les résultats. Et je dirais que c'est aussi un moyen de faire sortir de la performance. C'est aussi un moyen de révéler chez les gens ce qu'ils ont de leur potentiel. C'est de soumettre à une pression énorme. On voit bien, hein, quand tu dois faire une épreuve sportive et que tu dois donner le meilleur de toi-même sur un temps très court, tu t'abîmes en le faisant, mais finalement tu le fais. Est-ce que c'est pas ça l'opposition finalement? La juste bienveillance, c'est on vise le long terme, mais il y a une autre méthode qui marche aussi peut-être, qui est non, on fait pas de juste bienveillance, on fait juste de la perf, quitte à cramer nos équipes. Alors effectivement, si tu vises le court terme et si tu dis de toute façon je m'en fiche de la pérennité à long terme de l'entreprise, tu peux faire ça, hein, ça s'appelle prendre des mercenaires et puis tu prends des gens comme toi qui ont fait les mêmes études, les mêmes trucs, etc., qui sont très bien et tu vas faire de la performance court terme. Bon, ok. Ouais. Inversement, si tu fais que de la bienveillance, tu vas te faire d'un côté tu as les mercenaires et de l'autre côté tu as les géos d'un club de vacances, tu vois. Encore une fois, il faut travailler sur les deux axes. Il faut travailler sur les deux axes. Et quelque part, la juste bienveillance, elle n'empêche pas l'exigence. Mais l'exigence, la bonne pression, c'est celle qu'on va se mettre soi-même. Intrinsèque. D'accord ? C'est exactement, c'est la motivation intrinsèque. Et là aussi, il faut expliquer aux collaborateurs. Et moi, si tu veux, je me suis toujours mis une forte pression. Pourquoi ? Parce que la vie est trop courte pour pas s'amuser. Et si tu t'amuses, et si tu as envie de faire du succès, eh bien, il faut te surpasser. Et se surpasser, c'est chouette. Donc moi, j'ai toujours comparé l'entreprise au sport. Pour te donner une idée, dans les années 90, les coachs d'entreprise n'existaient pas. Où est-ce qu'il y avait des coachs pour travailler sur le mental des équipes ? C'était dans le sport. Et donc, on est dans le début des années 90, fin des années 80. Chez IBM, une bande de copains, de managers et moi, on a fait venir des coachs du sport. Et des coachs qui nous expliquaient comment on travaille le mental et comment, justement, il faut aider
nos collaborateurs ou les membres de l'équipe à se surpasser, mais savoir aussi, un bon coach du sport, il va te dire savoir comment récupérer. Parce que effectivement, si c'est pour être moyen toute la journée, etc., moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie d'avoir des équipes qui gagnent, et mes équipes elles sont heureuses quand elles ont gagné. À la troisième mi-temps tous ensemble, quand on a pu donner 50 000 euros à l'hôpital Robert Debré parce que on avait dit si on fait c'est l'objectif, on donnera ce montant-là. Je peux te dire, on a exulté. Et si tu vas dans cet hôpital, tu verras qu'à côté d'un ascenseur, tu as un grand truc où on a des photos de moi et de mes collaborateurs. On est 500 sur la plaque, donc on s'aperçoit. Ah oui. C'est des toutes petites photos où on est en train de rire avec des aides-soignants, des enfants malades, des choses comme ça. Parce que là, on avait donné, on a participé. Et on est allé aussi par moments été repeindre des murs d'hôpitaux. Parce qu'une entreprise, pour être bienveillant, il faut être aussi bienveillant vis-à-vis de plus grand que soi. Et là, c'est exaltant. Donc, se dire qu'on va être les meilleurs par rapport à nos compétiteurs, c'est exaltant. Et c'est ce qu'on fait dans le sport. Donc, il n'y a pas de honte à faire de la bonne compétition, de la saine compétition. Maintenant, si tu fais de la saine compétition en grillant tes collaborateurs, eh ben, c'est pas de la bienveillance. Nous, on a toujours essayé. Moi, j'ai essayé de ne pas me griller moi-même. Donc, parce que la bienveillance, elle commence par soi. Donc, j'ai essayé de faire un minimum de sport, de méditation, de choses pour tenir le coup, d'accord ? Parce que je ne pouvais pas dire à mes équipes, sachez récupérer, si moi, je ne donnais pas l'exemple. Donc, oui, c'est difficile. C'est difficile de jouer au haut niveau, mais jouer au haut niveau, c'est tellement plaisant aussi. Je lisais à propos du comparatif avec le sport, une statistique intéressante qui a été faite par un statisticien, pas un spécialiste du sport, mais lui, sa spécialité, c'est les statistiques. Et il commençait son article en disant les meilleurs skieurs, non, les champions de ski ne sont pas les meilleurs skieurs. Donc tu prends l'article, tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bien sûr que si. Et il fait non, c'est ceux qui ont évité les blessures. Parce qu'il dit finalement, voilà, c'est aussi une manière de présenter le long terme et le court terme. Et puis il y a aussi une autre chose que je voudrais dire simplement en complément de ce que tu as dit, c'est que oui, on mesure la performance immédiate, et si on ne mesure que ça, effectivement, on peut se dire, bah, on n'a qu'à mettre la pression aux équipes, puis quand ils sont grillés, on en reprend de nouveau, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on mesure pas quelque chose qui est très très important, qui est le gain qu'on a à réduire le turnover dans une entreprise, parce que le turnover, c'est un des coûts cachés les plus importants dans les boîtes. Et oui, tu vas faire effectivement du bottom line qui va être bon, mais petit à petit, ton turnover va te coûter cher parce que tu auras des gens moins qualifiés, tu vas être obligé de raccourcir les courbes d'apprentissage, etc., etc. Et en fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'opposition pour moi entre le court terme et le long terme, parce que ton long terme, c'est ton court terme de demain, quoi. Donc effectivement, je te rejoins complètement sur ça. Mais parfois, les usages en entreprise sont pas ceux-là. C'est-à-dire que moi y compris, j'embauche une nouvelle personne, je vais me faire le raisonnement, mais il faut que le plus vite possible qu'elle se rembourse, et donc je vais être plutôt dans le court terme. Et donc, il y a une question maintenant très concrète que j'ai envie de te poser. Si on veut s'engager sur la voie de la juste bienveillance, par quoi, d'après toi, il faut commencer ? Eh bien, je crois qu'il faut déjà effectivement travailler sur soi, et je parlais de l'intelligence émotionnelle, je parlais d'accepter ses vulnérabilités. Pourquoi ? Parce qu'il faut accepter que la vie n'est pas simple, qu'on a plein de défauts, qu'on a plein de qualités, qu'il faut faire avec le court terme et le long terme, donc la vie est pleine de compromis à faire. Et je pense qu'il faut montrer de la tolérance et de la bienveillance vis-à-vis de ça, et ça commence par soi. Et puis après, il faut la montrer vis-à-vis des autres. Et donc, il faut être à la fois très exigeant, très bienveillant. Ensuite, je pense que pour mettre de la bienveillance, on a fait une étude. J'ai créé une association il y a quelques années qui s'appelle Wisdom Paris, dont l'objet est la bienveillance principalement. Et Deloitte a fait une étude pour une conférence qu'on a fait dans le cadre de cette association. Et l'étude montre, quand on demande aux gens, c'est quoi pour vous la bienveillance ? Et c'est tout simple. C'est des fois tout simple. C'est de dire bonjour. 97% dire bonjour est un acte de bienveillance. Et là, si tu veux, ça fait penser à cette phrase de Pierre Réverdy qui disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des gestes.
Il n'y a que des actes d'amour. Que Mais des il n'y a pas preuves. de bienveillance. La bienveillance, elle ne se décrète pas. D'ailleurs, l'injonction sois bienveillant, c'est la pire des choses. Hein, toutes ces injonctions paradoxales qu'on a dans l'entreprise, elle sera une des pires. Non, c'est des actes. Et donc dire bonjour, dire merci. C'est marrant ce que tu disais sur le fait que, effectivement, si tu vises le court terme, eh ben, les gens vont partir. Mais tout se sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc une entreprise qui ne vise que le court terme, ça va se voir demain matin, les jeunes vont pas l'avoir. Et ça me fait penser à un jour, il m'est revenu par l'extérieur. Ah, c'est vous le patron de J Capital. Ah, mais ce qu'on m'a dit sur vous, c'est super. Je dis, bon, écoutez, de quoi on parle? Il me dit, si, vous avez fait un événement où vous avez reçu l'ensemble de vos collaborateurs en région parisienne. Il y avait pas loin d'1 millier de personnes et vous les avez tous salués quand ils sont arrivés. J'ai dit, bah oui, c'est normal, c'est mes collaborateurs et on faisait une super fête parce qu'on fêtait des super résultats. Donc j'étais à l'entrée et pendant 1 h 30, j'ai attendu que tout le monde arrive. C'était une soirée, donc tout le monde arrivait quand il voulait. Bon, bah, faut passer une... Mais pour moi, c'était de la joie de voir les gens avec qui je travaille. Surtout que certains, comme ça tournait, bah, je les connaissais pas tous. Eux, ils me voyaient, puis on se disait bonsoir. Et je les accueillais pour les remercier. Donc la bienveillance, c'est dire bonjour et merci. Et c'est reconnu. Je vous dis, quelqu'un de l'extérieur qui va me dire, tu as fait quelque chose de superbe. Non, j'ai rien fait de superbe. J'ai fait un petit acte d'humanité, j'allais dire. Je ne le voyais même pas sur la bienveillance. D'humanité, qui est de dire bonjour à ses collaborateurs et dire merci. Si on fait cette fête ce soir, c'est grâce à vous, mesdames et messieurs, parce que moi, je suis jamais j'essaye d'être un chef d'orchestre. Donc, la bienveillance, ça commence par des petits actes et qui sont communicatifs et contagieux. Et après, ça crée un climat de... Je suis d'accord, hein. Moi, je me souviens aussi très bien dans mon expérience professionnelle de début. J'ai travaillé chez Gaspard Fourniture de Bureaux. Ça a été le début, c'était un de mes premiers postes. Et le PDG de l'entreprise, qui était moins actif parce qu'il y avait un DG, il passait, je crois, toute sa matinée à faire le tour de bureau et à serrer la main des gens. Et un jour, je lui dis, bah, je trouve ça super. Je veux dire, moi, je viens d'arriver. Et il me dit, je le fais aussi parce que c'est utile pour moi. Il dit, c'est aussi une manière de prendre la température. Et donc, c'est à la fois agréable, c'est-à-dire que, bah, en général, quand je souris à quelqu'un, que je lui serre la main, que je regarde bien dans les yeux, il me fait lui aussi un sourire. Et bon, bah, juste, moi, c'est bon pour ma journée. Ça démarre bien ma journée. Mais en plus, je peux détecter des choses, des petits signes, des signaux faibles qui vont pouvoir renseigner mon directeur général et du coup faire qu'il sera plus efficace. Donc, je pense toujours, c'est ce que tu dis, c'est à la fois bienveillant et efficace et utile, et donc bienveillant aussi pour l'ensemble de la structure. Et le travailler sur soi, je suis complètement convaincu comme toi, c'est-à-dire que si tu te connais bien, déjà, tu peux donner ton mode d'emploi à tes collaborateurs et c'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire. Alors, ça, c'est par quoi commencer. Donc, comment commencer dans la juste bienveillance? Bah, déjà, c'est mieux se connaître soi-même. Il y a plein de tests qui existent pour le faire. Et je pense que le partage est intéressant. Le dire bonjour et le dire merci, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que tu aurais 2-3 outils très concrets, parce qu'on aime bien le concret chez Outils du Manager, à nous décrire ou à nous proposer des choses qui, toi, t'ont vraiment aidé ou ont vraiment aidé tes cadres dans cette évolution vers la juste bienveillance? Alors, toute une partie du livre est consacrée justement à comment la mettre en œuvre. Donc, des outils, on en trouvera plein. Et par rapport à ça, tu as parlé du feedback. Le feedback est pour moi fondamental. Et une chose qui est très importante, c'est d'avoir le plus de retours possible. Et on parle des outils qui mesurent la symétrie des attentions, qui pour moi est très importante. C'est-à-dire que si je suis bien dans l'entreprise, ça va se sentir à l'extérieur et mes clients seront bien. Si je suis bien avec mes clients, je serai bien avec mes collaborateurs, etc. Et là-dessus, on le mesure. Parce que tu as totalement raison, il faut des outils. Et donc, il faut des outils en interne d'enquête d'opinion des collaborateurs, anonymes. Et comme ça, tu prends la mesure. Alors, tu as des outils où tu as des enquêtes tous les ans ou tous les 2 ans, et puis tu as des pulse surveys qui mesurent le pouls à un moment donné, où les gens d'eux-mêmes peuvent aller dire « je suis content, je suis pas content », etc. Donc, tu as des outils
par rapport à tes collaborateurs. Ensuite, tu as des outils par rapport à tes clients. Je pense que c'est indispensable de faire des enquêtes de satisfaction client parce que eux seuls sont à même de dire. Dans un de tes podcasts, j'ai beaucoup aimé parce que tu disais le management n'est plus le management d'antan du mode commande et contrôle. Tu disais aujourd'hui, je recommande le management par influence. Oui. Eh bien, je pense que le management par influence, et on explique un peu ce que c'est dans le livre, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que tu as d'autres podcasts sur l'entreprise libérée. Là aussi, c'est pareil. Qui est le plus à même de dire comment satisfaire un client si ce n'est la personne qui est juste en face du client, voire la personne qui va livrer le client si on livre soi-même. Qui est le plus à même de dire, j'avais tendance à dire, ce sont en plus les meilleurs voleurs de bestiaux qui font les meilleurs shérifs. Qui est la plus à même de dire où sont les risques et qu'est-ce qu'il faut en termes de risques contrôler, et puis contrôler le moins possible. Contrôler, et qui peut décider des contrôles ? Les gens qui sont contrôlés. Ça doit reposer, comme tu le dis aussi souvent, sur la confiance. Donc, sur le livre, on dit comment on met en place un climat de confiance. Donc, quelque part, tu vois, il existe beaucoup d'outils, et je ne veux pas rentrer dans chacun d'entre eux. Les visions 360. Comment, quand tu as besoin, comme tu le dis, de te connaître toi-même, eh ben, tu demandes à tes pairs, à tes patrons et à tes collaborateurs de te faire le feedback pour toi. Donc, il y a plein d'outils de ce genre qu'on recommande. Parce que, et puis après, on recommande de faire la communication la plus transparente et la plus forte possible. Globalement, dire tout ce qui n'est pas confidentiel, il faut le dire. Aujourd'hui, tout se sait sur les réseaux. Aller voir les collaborateurs sur place. C'est-à-dire qu'un patron qui reste dans son bureau, son entreprise, elle va souffrir. Il faut qu'il aille sur le terrain. Et puis former ses collaborateurs. Parce que le monde est en train de changer. Il y a des grandes tendances, et notamment l'intelligence artificielle qui arrive. Et le premier topo que j'ai fait sur l'intelligence artificielle, la première conférence, je l'ai fait il y a 10 ans à l'intention de mes collaborateurs. Et je disais cela, l'intelligence émotionnelle va venir au secours de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va remplacer tous les jobs où on demande du cognitif. Et il y a plein de jobs qui vont. En revanche, ce qu'on ne remplacera jamais, ce qui sera toujours complémentaire à la machine, ça sera ce qui est du niveau de la relation et de l'émotion. D'où l'importance de former nos collaborateurs à ces soft skills et de se former soi-même, parce que comme bienveillance bien ordonnée commence par soi-même, il faut commencer par soi. Et donc, lire beaucoup. On m'avait appris dans un cours que great leaders are great readers. Les grands leaders sont des grands lecteurs. Et si vous prenez les exemples, Bill Gates disait je lis 2 livres par semaine. Alors après, on peut critiquer Bill Gates, etc. Mais le nombre de grands patrons qui lisent, c'est fondamental. Et ce qui est formidable aussi, c'est que désormais, si tu n'es pas un grand lecteur, tu as plein d'autres moyens de te former. Tu as les formations en ligne, tu as YouTube. Alors après, faut savoir trier. Mais je veux dire, l'accès à la connaissance n'a jamais été aussi facile. Donc, mais je dis pas ça pour te faire plaisir, Cédric, mais tes podcasts sur le management, ils sont vachement utiles. Et si j'étais un jeune manager, je les écouterais. Ça me fait plaisir quand même. Non, mais bien sûr, mais sincèrement, ceux que j'ai entendus à chaque fois soit m'apprenaient quelque chose de nouveau, ce qui est génial, mais surtout étaient en résonance par rapport à ce à quoi je crois et ce que j'essaye de recommander. Pour apporter dans ce que nous essayons, mes co-auteurs et moi, de recommander dans notre livre. Alors, justement, c'était ma dernière question, les références pour aller plus loin. C'est-à-dire que on a évoqué... D'abord, merci beaucoup pour ta transparence et d'avoir accepté mes questions qui parfois sont peut-être qui te challenge un petit peu. Je voulais te remercier pour ça. Et je dirais que ce qui va intéresser peut-être maintenant certains de nos auditeurs, voire tous, c'est comment aller plus loin. C'est-à-dire, c'est quoi... Voilà, en ayant terminé d'écouter le podcast, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, je dirais, augmenter la connaissance ou l'envie de ce que tu as fait émerger chez eux ?
Ben, écoute, il y a une chose qui est très facile, c'est de télécharger notre livre, puisqu'il est gratuit, donc tout le monde peut l'obtenir et le renvoyer et l'offrir d'ailleurs à qui veut. Super. Pourquoi? Parce que c'est le seul livre gratuit d'ailleurs sur le sujet, mais on a dit que il y a une théorie du don et du contre-don. On a dit qu'il faut déjà offrir pour recevoir. Qui plus est, moi je suis en période de transmission, donc je n'attends rien en retour, donc c'est facile pour moi. Mais donc il est gratuit, il y a plein de conseils, et surtout dans ce livre, ce qu'on a fait, c'est que on a donné notre avis à nous, mais on a mis des grands témoins. Et les grands témoins, c'est 6 dirigeants d'entreprise. Donc tu retrouves le président de Manpower en France, qui indirectement est un des plus grands employeurs en France. Tu retrouves la présidente d'IBM France, tu retrouves Alexandre Jost qui a fondé la Fabrique Spinoza. Donc tu as déjà 6 grands témoins dès le livre, et comme c'est un livre électronique, tu vas cliquer et tu écoutes ce qu'ils pensent de la bienveillance et comment ils l'ont mis en place. Super. Tu as ces témoignages, et après si on va sur notre site que tu mettras sur ton forum, sur notre site, tous les mois on interroge aussi un nouveau grand témoin sur ce sujet spécifique. Donc c'est un dirigeant et qui va nous parler de pourquoi la bienveillance, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas. Donc ça c'est notre sujet. Donc tous les mois il y a une nouvelle vidéo pour alimenter cette réflexion, parce qu'on est persuadé que le monde d'aujourd'hui sera meilleur si les entreprises s'engagent sur le chemin de la juste bienveillance. D'abord elles seront plus performantes, mais elles contribueront à un monde meilleur. Donc on va essayer d'alimenter au fil des mois et notre livre avec de nouveaux grands témoignages. Super. Eh ben écoute, je sais ce que je vais faire. Bon, comme il y a quelques liens, je vais tous les mettre sur le forum. Donc pour accéder au forum, ce qui vous permettra de continuer la discussion ou d'aller voir les liens dont vient de nous parler Thierry, je mettrai en descriptif de ce podcast le lien vers le forum où on pourra se retrouver pour continuer à discuter. Je rappelle aussi que si vous êtes abonné au mail privé, vous aurez aussi accès à mon décryptage du podcast. C'était très clair, mais derrière, si tu veux, je refais une synthèse sur la manière concrète d'appliquer dans notre management ce qui a été dit sur le podcast. En tout cas, Thierry, je te remercie infiniment. C'était une conversation très riche. Et puis, je te souhaite déjà une bonne convalescence, puisque tu te remets d'une Covid, puis vraiment, vraiment un grand succès à votre projet de répandre la juste bienveillance, parce que vraiment, je pense que c'est un des grands challenges à venir. C'est à la fois de mêler cette bienveillance et puis l'efficacité des entreprises. Et je pense que ça peut jouer sur le court terme et sur le long terme pour n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle équipe à l'intérieur d'une entreprise. Merci pour ça. Merci beaucoup, Cédric. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette conversation sur la bienveillance t'a plu autant qu'à moi. J'espère qu'elle t'a donné envie d'aller plus loin. Pour aller plus loin, justement, 2 rendez-vous. Tu peux aller sur le forum, retrouver le sujet qui correspond au podcast et on pourra en discuter ensemble. Et si tu veux un descriptif avec des liens et des conseils très concrets par rapport au podcast, ça s'appelle le décryptage et c'est uniquement accessible aux personnes qui sont inscrites à ma liste de mails privés. Pour t'inscrire à la liste de mails privés, tu te rends sur le site outildumanager.com. À bientôt, bonne semaine.